Bonjour à tous. L'attente fut longue et la hype un petit peu en montagne russe, mais la voici enfin commencée, la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, vous l'aurez sans doute compris au titre de la vidéo, je vais aborder ici les 2 épisodes de la série d'un seul coup, puisque comme Amazon a décidé de diffuser les 2 premiers épisodes en même temps, je suppose que si vous n'avez pas aimé le premier épisode, vous n'avez pas regardé le deuxième, et vous n'avez probablement pas cliqué non plus sur cette vidéo. Et si vous avez aimé le premier épisode, vous avez, comme moi, directement enchaîné avec le deuxième. L'autre raison, c'est que ces 2 épisodes ont été réalisés par un même réalisateur, Juan Antonio Bayona, là où les autres ont été réalisés par des réalisateurs différents. Alors, cette vidéo sera divisée en 3 parties, une première partie sans aucun spoil, qui concernera mon avis général sur ces 2 premiers épisodes, en tâchant de rester le plus objectif possible, puis une seconde sur mon avis un peu plus spécifique, en prenant des exemples un peu plus concrets et évidemment en rentrant dans le spoil, pour enfin arriver à la dernière partie, celle des théories, où là on va se oindre de spoil, que ça soit en fonction des trailers qui sont déjà sortis grâce à la communication d'Amazon, ou l'histoire de Tolkien que l'on connaît tous à peu près déjà. Alors commençons avec mon avis général. Il y avait au départ ceux qui croyaient en ce projet et ceux qui n'y croyaient pas. Et au final, force est d'admettre que le pari est plutôt réussi. L'écriture est pour l'instant assez prometteuse, visuellement c'est très travaillé, c'est extrêmement proche de la trilogie des films de Peter Jackson, et pour ne pas dire totalement dans la lignée des films, et avec une bande-son fantastique. Moi personnellement j'ai adoré. J'ai 2-3 critiques à faire tout de même, puisqu'il y a quand même des défauts, la série... En tout cas, ces 2 premiers épisodes ne sont pas totalement parfaits. Et c'est con, mais j'ai même un peu été touché de voir la première image qu'on avait reçue d'Amazon il y a un peu plus d'1 an maintenant. La voir en image dans la série, ça m'a... Visuellement, il n'y a rien à redire. Au-delà des effets spéciaux qui sont grandioses, vous me direz en même temps c'est Weta Digital, c'est aussi la mise en scène de certains plans qui est vraiment fantastique. Il y a de vraies idées derrière. On avait déjà vu des très beaux plans dans les teasers et trailers, mais je vous assure qu'il y a encore de grosses surprises dans ces épisodes. Et on y reviendra en partie spoil. Concernant les acteurs, honnêtement, ils font tous le taf. La diction en version originale est parfaite, et il y a clairement un gros travail de fait là-dessus, de même qu'il y a de vraies alchimies qui matchent entre les personnages directement. Un petit mot sur la version française, qui est tout de même très acceptable, même si, hélas, ils ont fait le choix de redoubler les passages en elfique par les comédiens de doublage français, comme pour le Hobbit finalement, et ça se ressent hélas. Mais bon, entre un acteur qui a eu un coach en diction pendant probablement plusieurs mois et un comédien de doublage qui a hélas pas eu cette chance, on pouvait pas s'attendre à des miracles non plus. Donc pour l'avoir vu d'abord en VO puis en VF, honnêtement les 2 font assez le taf. À quand même 2-3 exceptions près. Elle ronde de Lindon. De Lindon. Quel est Brimbor? Enfin, parlons de l'écriture, qui est pour moi la chose la plus importante dans une série, et pour l'instant elle est très prometteuse. Chaque personnage est plutôt bien introduit, on comprend assez facilement le lien entre chacun d'eux et leur rôle dans l'histoire. Mais alors, ces 2 épisodes sont-ils parfaits? Non, je les ai adorés, sans aucun doute, mais il y a quand même 2-3 petits défauts qui, on va dire, gâchent la perfection. Et ces défauts viennent pour moi avant tout d'un problème de droit d'Amazon. Mais pour vous expliquer cela, je vais devoir passer à la seconde partie qui, elle, comprend des spoils. Donc si jamais vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, suivez le conseil de Gandalf et... Fuyez, pauvre fou! Vous êtes donc prévenus, à partir d'ici, on tape dans le spoil, que ce soit via les trailers et les teasers, originaires de la communication d'Amazon, ainsi que de l'histoire de Tolkien, qu'on connaît tous à peu près dans les grandes lignes. Et commençons donc par le commencement. Ce prologue, plus court que je ne l'aurais cru et voulu, et qui contient quelques petits soucis. Enfin, je veux dire déjà, il est où le Beleriand là? Alors, je sais que c'est quelque chose qui dérangera surtout si ce n'est que ceux ayant lu les livres, mais la série nous montre quand même un cataclysme qui était bel et bien ce que l'on voyait dans les teasers, comme j'avais pu vous le dire, mais un cataclysme qui ravage quoi? Vous nous dites que tout cela se passe en Terre du Milieu. Vous nous montrez même la carte. Et ensuite, pouf,
Finalement, plusieurs années plus tard, vous nous remettez la Terre du Milieu avec la même carte sans aucune modification. Et là, on entre dans l'un des problèmes d'Amazon qui se ressent dans ce prologue, les droits des livres. Alors, vous le savez sans doute, mais Amazon a obtenu les droits des livres Le Seigneur des Anneaux et ses annexes, ainsi que du livre Le Hobbit. Et c'est tout. La difficulté, c'est que débuter la série avec l'histoire de Finrod implique nécessairement de taper dans une autre œuvre de Tolkien, le Silmarillion, dont Amazon n'a pas les droits. Même si la Tolkien Estate, qui possède les droits, a fait preuve de largesse concernant l'utilisation des œuvres extérieures. Donc alors que l'on s'attendait à voir des dragons et des balrogs, on a des aigles et des ombres ailées, qui combattent non pas au Beleriand, mais en Terre du Milieu. Alors, parenthèse, si on avait encore des doutes sur le fait qu'Amazon puisse utiliser les visuels des films de Peter Jackson, la série nous dit clairement dès sa 5e minute que si, ils ont le droit de mettre les mêmes designs. Parce que ça, c'est une ombre ailée. Et pour ces mêmes raisons de propriété, au final, l'histoire de Finrod est assez expédiée dans la série. On ne voit pas sa mort tuée par un loup-garou dans la forteresse de Sauron à Tol Ingoros, ce qui donne au final un prologue relativement court, quoique très bien, et qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Tout cela m'amène au Balrog que l'on a vu dans le trailer. Pour moi, la seule et unique possibilité était de le voir lors de la fameuse bataille auquel participe Finrod. Or, il y est pas. Ce qui ne nous laisse plus beaucoup d'options. Ouais, il s'agit du Balrog de la Moria, ce qui serait extrêmement surprenant de le voir apparaître dès la saison 1. Alors, même si, comme j'avais pu vous le dire dans mon analyse du trailer, je pense qu'on le verra au bout d'un moment dans la série, notamment, je vous l'avais dit, à cause de la feuille de l'arbre de Durin qu'Elrond lui avait offert qui s'embrase spontanément au contact du sol. Ou alors ce pourrait être à l'occasion d'un flashback de cette même bataille, mais je ne vois pas trop l'intérêt de nous la montrer de nouveau plus tard dans cette saison. Certains pourraient aussi penser à une apparition de la créature lorsque Tir Arad sera balayé par le feu, mais je ne veux pas trop y croire et je reste persuadé que la montagne du destin se réveillera et que c'est elle qui détruira le village. La dernière possibilité serait une vision du Balrog lorsque Galadriel le regardera dans le Palantir. On va balayer les quelques choses qui m'ont dérangé encore avant de passer au positif. La traversée de Galadriel en mer. Alors attention, je ne critique absolument pas le fait que Galadriel prenne le bateau pour aller à Valinor. Je trouve justement qu'ils s'en sont bien sortis en respectant le livre. C'est-à-dire que Galadriel refuse d'aller aux Terres Immortelles, mais ici elle est entièrement contrainte d'y aller. Je trouve qu'on a un bon compromis. Pareil, l'entrée des Terres Immortelles est honnêtement fantastique. Entre la référence au retour du roi, même les références au pluriel, Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. et la symbolique de la mort avec ses elfes étant littéralement absorbés par la lumière, tout le côté pèlerinage avec les soldats se dépouillant de leurs possessions matérielles et se faisant laver par la pluie est très bien pensé. Mais elle comptait vraiment revenir en crawl jusqu'à la côte? Genre de là à là? Sans nourriture, ni eau, ni pause pour se reposer? Ma chérie, ça va pas du tout. À quel moment, durant quelle fraction de seconde, tu t'es pas dit que t'allais finir épuisé et mourir noyé en pleine mer? Parce qu'il n'y a pas de bateau qui passe normalement par là. Au-delà, il n'y a plus rien pour les autres races de la Terre du Milieu, et clairement, les elfes y envoient un bateau tous les milliards d'années. Et le pire, c'est qu'on nous montre plein de cartes. Alors, c'est vraiment une super idée, c'est un très bel hommage à Tolkien qui adorait la cartographie, mais même ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la géographie de Arda se rendent compte que quitter un navire pour repartir en arrière à la nage, c'est pas l'idée du siècle. Au final, c'est un peu dommage de commencer la série par une idée aussi dégueulasse. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais elle veut pas abandonner le serment qu'elle a fait devant le cadavre de son frère. D'accord. Mais bon, se jeter à la flotte comme ça, c'est pas non plus hyper fut-fut. Enfin bref, je passe vite fait sur les pieds velus qui sont très présents dans ces deux premiers épisodes. Peut-être même trop pour certains, ça dépendra des goûts de chacun. Et j'espère de tout cœur que la relation Bronwyn et Arondir ne va pas être trop mielleuse. On était parfois limite sur certaines scènes de ces deux épisodes.
Je redoute pour l'instant un petit peu le futur de leur relation. Bon, maintenant que les petits défauts ont été évoqués, parlons maintenant des points positifs, et il y en a beaucoup, donc hélas, je ne vais pas parler de tous. À commencer par le prologue. Parce que oui, même si techniquement c'est un peu bizarre de voir des ombres ailées, putain que ça fait plaisir d'en voir et que le plan est beau. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a un oiseau qui brûle. Pareil, ce court passage sur la destruction des arbres par Morgoth, c'est waouh. Alors non, on ne voit pas l'araignée géante Ungoliant qui normalement aide le Seigneur du Mal à les détruire, mais honnêtement, on frise déjà le miracle d'avoir pu avoir ce passage dans la série. Et cette vision de Sauron, déjà on a enfin son côté sorcier. Et c'est génial, il est visible mais aussi suffisamment dans l'ombre pour que son design reste encore mystérieux. Enfin bon, je ne vais pas passer sur tous les plans de la série qui sont magnifiques, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Et je voulais parler un peu du générique. Amazon a fait le choix d'un générique un peu plus sobre et énigmatique, lorgnant plutôt du côté de Westworld que de Game of Thrones. Il n'est pas mauvais, loin de là, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Il y a de nombreux éléments que l'on devine via cette poussière formant des symboles au rythme de la musique. On ressent aussi l'influence du mal avec cette traînée noire serpentant. Et surtout, cela fait écho à la création du monde par la musique que Tolkien avait écrit pour donner une genèse à son univers. Mais bon, on aura je pense l'occasion de s'y pencher plus longuement une prochaine fois. Les touches d'humour sont plutôt bien amenées et pas trop lourdes, que ce soit du côté des pieds velus ou de la relation Elrond-Durin. L'un d'ailleurs des plus gros points positifs de ces épisodes est clairement Khazad-dûm et ses nains. Certains ont de ces beubards et ils sont magnifiques tout comme leur cité. Et pour en finir avec les nains, il est évident que le coffret couvre et qu'inspecte le roi Durin III contient évidemment les premiers morceaux de Mithril venant tout juste d'être découverts par les nains. Une chose particulièrement appréciable également est que la série prend le spectateur par la main et lui explique pas mal de choses. Je pense notamment au marteau de Fëanor ayant servi à forger les Silmarils, qui évidemment aura une grande utilité plus tard. Pareil, au lieu de nous noyer sous des noms de villes, la série préfère se concentrer sur les régions comme Lindon ou encore les Régions. De même, je trouve cela parfait d'introduire le projet de Celebrimbor dès le 2e épisode de la série. Le mot anneau n'est pas prononcé, mais on le comprend très facilement en lisant à travers les lignes, ce qui est parfait pour une série s'intitulant Les Anneaux de Pouvoir. Il fallait évidemment que son projet de création soit introduit au spectateur assez tôt. Au passage, j'aime toujours autant cette version de Celebrimbor. Alors ok, dans l'épisode 1 c'était totalement l'arnaque puisqu'il ne parle pas du tout, mais dans le second il a ce côté un peu suffisant mais qui reste sympathique avec une petite touche de pince sans rire. Avant de passer aux théories, on va parler un peu des combats et des orques. Déjà de ce qu'on en a vu, les combats sont plutôt bien chorégraphiés et filmés. Il y a totalement à côté Peter Jackson dans certaines scènes, je pense notamment à Finrod embrochant 2 orques d'un coup, ou encore le sang du troll éclaboussant la caméra. Quant à la petite scène de combat avec l'orque, puisque oui j'avais vu juste c'était bien un orque, enfin plutôt un orque taupe ou une taupe orque qui creuse des galeries, eh bien la scène est tout aussi réussie. Et je pense qu'on peut maintenant dire qu'Arondir se fait capturer par l'une de ces créatures, voire par 2, et qu'il sera sûrement amené jusqu'au camp de travail orc. Enfin, passons donc aux théories, en commençant par l'homme mystère, l'étranger, l'homme météorite, le Sauron déguisé, l'un des mages bleus venant d'arriver, enfin bref, le barbu en slip. Je vous avais souvent dit qu'il y avait que 2 possibilités à l'identité de ce personnage. Et clairement la série joue avec ces 2 identités en passant de l'un à l'autre constamment. D'un côté on a un homme barbu qui arrive nu sans presque aucune mémoire et ayant beaucoup de mal à communiquer, comme ce fut le cas lorsque Gandalf fut renvoyé en Terre du Milieu en Gandalf le Blanc dans les films. Puis on a quand même le fait que l'impact de la météorite ressemble un peu, même beaucoup, à une pupille, et à une pupille en feu si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il se met à utiliser des pouvoirs magiques en contrôlant le vent, mais d'une manière menaçante, avec en fond sonore ces voix qui, évidemment, font penser au son que produisait l'anneau. Mais l'instant d'après, il redevient calme et doux. Enfin, on a les scènes des lucioles. On a l'impression au départ qu'il n'aime pas les voir enfermées. Puis en fait, non, puisque seule l'une des lanternes se met à trembler. Et il leur chuchote des paroles comme évidemment le faisait Gandalf avec les papillons, sauf que là, cela tue toutes les lucioles libérées.
C'est un aller-retour constant entre le magicien et Sauron. Donc pour le moment, les deux hypothèses restent possibles. Même si honnêtement, je vois plutôt encore là un mage bleu. Car oui, les mages bleus sont arrivés plus tôt que les autres et au deuxième âge. Et que rien nous dit que l'endroit qu'ils recherchent n'est finalement pas l'endroit où son confrère, le second mage, s'est écrasé, ou même leur point de rendez-vous. D'autant plus que l'une des runes clairement visibles qu'ils tracent ressemble beaucoup à la rune de Gandalf de manière inversée. Rajoutez à cela qu'il commence à dessiner la constellation sur le sol juste après que Nori lui ait demandé où étaient les gens de sa race et s'il y en avait d'autres. Donc oui, je maintiens que ce serait l'un des mages bleus ayant encore beaucoup de mal à maîtriser ses pouvoirs. Et aussi parce que nous montrait Sauron être recueilli par des pieds velus, les ancêtres des hobbits, c'est quand même le niveau 0 de la subtilité. L'un des autres mystères mis clairement en place dans ces épisodes est la marque de Sauron. Tout d'abord présente sur le torse de Finrod, puis sur l'enclume dans la forteresse gelée, et enfin sur l'épée brisée que trouve Théo. J'avais déjà pu vous le dire en analyse du trailer, cette marque ressemble beaucoup trop à la géographie du Mordor pour n'être qu'une simple coïncidence. Et pour moi, c'est une indication laissée aux orques pour se regrouper à cet endroit. Galadriel le dit même elle-même. Cette marque a été laissée pour guider les orques dans la bonne direction. Or, clairement, on sait grâce au trailer que les orques se sont rassemblés au Mordor. Sauron aurait donc dès le premier âge prévu de rassembler ses troupes en ce lieu en cas de défaite. Et justement, à propos de Théo, enfin plus particulièrement de son épée, la mystérieuse arme était donc en possession de quelqu'un, planqué sous les dalles du plancher de la grange, et on ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Ça parle d'un vieux, du coup ce serait peut-être la grange de Welberg le tavernier boucher, ou un tout autre personnage. L'épée pourrait être, comme je vous l'avais dit, Gurtang, l'épée brisée maudite qui parlait à son possesseur, mais elle a quand même clairement la marque de Sauron. Or Gurtang n'a aucun lien avec lui dans les livres. Un choix de mise en scène qui m'a surpris, c'est que Théo regarde l'épée comme l'étranger regardait Nori. De toute façon, le gamin est clairement dès le départ de nature un peu bizarre. Parce qu'une épée qui se met littéralement à aspirer le sang de son propriétaire, terre du milieu ou pas, moi je la prends et je la balance à la flotte. Et hop, on n'en parle plus. Il y a également tout un mystère visiblement de construit autour du père disparu de Théo. Alors, serait-ce le fameux roi du royaume du Terre du Sud ou un descendant? On pourrait même se demander si Halbrand ne pourrait pas justement être de la lignée de ce roi. Il semblerait que le navire dont faisaient partie les naufragés que Galadriel rencontre venait de ces contrées, et que le beau gosse humain, Parce que je le vaux bien. qui visiblement avait accès à une salle de muscu dans son village, détient un pendentif très mystérieux. Hâte de voir en tout cas ce que nous réservera ce personnage. Enfin, finissons par la fin de l'épisode. Clairement, le navire numénoréen découvrant le radeau de Galadriel et Halbrand. L'ombre de la silhouette humaine que l'on aperçoit est très certainement Elendil qui se chargera de les amener jusqu'à l'île de Numénor dans l'épisode 3. Mais ça, on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Alors, comme vous l'avez peut-être compris, j'ai adoré ces deux épisodes, et je n'ai pas été déçu par Amazon. Le seul léger point de déception, on va dire, est peut-être ce prologue un peu court, et encore c'est peut-être de ma faute, et de notre faute à tous, on attendait peut-être un peu trop de ce prologue. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura probablement sous peu une version longue où je reviendrai un peu plus en détail sur des éléments que je n'ai pas pu mettre ici, à éviter une vidéo d'1 heure. Vous pouvez maintenant, en plus de mes anciens réseaux, venir discuter sur le Discord officiel de la chaîne, qui a été créé entièrement, et je le remercierai jamais assez, par Elrohir. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.